Bonjour! Aujourd'hui, on se penche sur le conflit israélo-palestinien, mais sous différents angles, grâce à pas mal de documents qu'on a reçus. Oui, bonjour. On a un peu de tout, hein. Des analyses pointues, comme celle de l'Observatoire international du religieux ou de la chaire Raoul Dandurand. C'est ça. Mais aussi du contexte historique, de banques, des rapports d'ONG comme Amnesty International, une discussion en ligne assez animée sur Reddit. Sans oublier les données sur les pertes humaines via Wikipédia, et puis des infos toutes fraîches de l'Orient le jour, datées de ce mois-ci, septembre 2025. Alors voilà, notre idée aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça, essayer d'en sortir les points clés pour mieux piger la complexité actuelle. Exactement. Surtout la période post-1948, l'influence de certains acteurs comme l'Iran, la dimension humaine, évidemment tragique, et puis les dernières nouvelles sur le plan international. C'est un sacré dossier, hein. Mais bon, en mettant bout à bout ces différentes pièces du puzzle, on peut espérer y voir un peu plus clair. Allons-y. Tout à fait. L'objectif, c'est pas de donner la réponse, mais plutôt d'assembler ce que nous disent ces sources pour comprendre les différentes dynamiques. Alors commençons peut-être par le contexte historique récent. De 1948 jusqu'au tournant d'octobre 2023, la source BNQ, elle, nous rappelle bien la création d'Israël en 1948 suite à la résolution de l'ONU. Oui, le partage de la Palestine mandataire. Et ce qui s'en est suivi, une série de guerres, de conflits. Mais aussi, il faut le dire, des tentatives de paix. On pense aux accords d'Oslo en 1993, BNQ les mentionne, avec le Nobel pour Arafat, Rabin, Pérez, mais bon. Mais ça n'a pas fonctionné sur la durée, clairement. Et c'est un point central que beaucoup d'analyses soulignent. Thomas Vescovi, que cite BNQ, il va même plus loin. Ah oui. Il voit, dans l'attaque du Hamas d'octobre 2023, la preuve tragique que la solution à deux États était en échec, qu'elle se heurtait de plus en plus à la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est-à-dire notamment l'expansion des colonies ? Entre autres, oui. L'expansion continue des colonies israéliennes en Cisjordanie, ça rendait l'idée d'un État palestinien viable de plus en plus... compliqué. Et le Hamas, justement, parlons-en. BNQ situe sa création en 1987, pendant la première intifada. Le soulèvement palestinien, oui. Et dès le départ, leur charte prône la lutte armée et rejette le processus d'Oslo. On se souvient aussi de leur prise de contrôle de Gaza, c'était après leur victoire aux élections de 2006, c'est ça ? Exactement. Et ça a mené à la division politique palestinienne entre Gaza, contrôlée par le Hamas, et la Cisjordanie par l'autorité palestinienne. Il y a un point intéressant aussi, soulevé par une analyse de la chaire Raoul Dandurand, qui date un peu de 2009, mais qui reste pertinente. C'est le lien Hamas-Iran. Ah oui, ce rapprochement, l'analyse suggérait que ça s'était renforcé parce que le Hamas avait besoin de financement, surtout après que l'Arabie Saoudite ait coupé les ponts, dans le contexte post-11 septembre. D'accord. Et ce lien nous amène, directement aux événements d'octobre 2023. L'attaque du 7 octobre, massive, revendiquée par le Hamas contre Israël. Les chiffres de Wikipédia parlent d'environ 1200 morts côté israélien ce jour-là, civils, militaires, étrangers. Et la prise d'otages. Énormément d'otages, près de 250 au départ. Et la riposte israélienne immédiate sur Gaza, dévastatrice. Là, toutes les sources sont d'accord. C'est un point de bascule, une vraie rupture. Ce qui nous conduit assez logiquement à regarder de plus près le rôle de l'Iran, qui est mentionné dans plusieurs de nos sources. Oui, c'est un acteur clé dans la région dont l'influence est souvent débattue. Il y a cette discussion sur Reddit, par exemple. Bon, c'est Reddit, mais l'argument principal est assez clair. Depuis 1979, l'Iran verrait Israël comme le petit Satan. Une sorte d'avant-poste de l'impérialisme américain qu'il faudrait éliminer, selon cette vision. Voilà. Et comment ? Via ce que le Post appelle une stratégie d'encerclement par procuration. C'est-à-dire ? Financer, armer, entraîner des groupes comme le Hezbollah au Liban, le Hamas, le djihad islamique en Palestine, les Houthis au Yémen. Pour user Israël sans confrontation directe, c'est ça l'idée. Et peut-être aussi jouer sur la condamnation internationale quand Israël riposte. C'est exactement ce que le Post suggère. Et ce qui est intéressant, c'est que cette analyse d'une discussion en ligne, elle rejoint des points que soulevait déjà la chaire Raoul Dandurand en 2009. Ah oui, la convergence est frappante. L'analyse de 2009 décrivait déjà ces motivations stratégiques de Téhéran. D'abord, contrer les pressions, qu'elles soient américaines, israéliennes ou même celles des pays arabes sunnites. Ensuite, Ensuite, étendre son influence régionale,
devenir incontournable. Et puis, utiliser le discours anti-israélien comme un levier. Un levier pour quoi faire? Pour essayer de dépasser le clivage historique entre chiites et sunnites en mobilisant autour d'une cause présentée comme pan-islamique, la cause palestinienne. Mais l'analyse de 2009, elle parlait aussi d'un certain pragmatisme iranien, non? Tout à fait. Elle suggérait que le discours très radical était souvent un outil au service d'intérêts nationaux bien calculés. Ray Takey, qui était cité, notait quand même qu'Israël c'était un peu à part. Comment ça, à part? Un cas où l'idéologie révolutionnaire et l'intérêt national semblaient, disons, toujours alignés pour le régime iranien. Du moins à l'époque. D'accord. Et donc soutenir le Hamas, c'était vu dès 2009 comme une carte dans leur jeu diplomatique. Oui, une pièce sur l'échiquier, notamment face aux États-Unis, sur la question sensible du programme nucléaire iranien. Et ces nucléaires, justement, ça revient en force dans la discussion Reddit. La peur israélienne d'une menace existentielle, le scepticisme sur les intentions réelles de l'Iran. Oui, c'est un point central des tensions, et l'opinion qui ressort de ce fil Reddit, c'est que le régime iranien actuel est perçu comme un obstacle majeur à la paix. Pourquoi? Parce que, selon cette analyse, une paix israélo-palestinienne durable priverait le régime d'un de ses principaux arguments idéologiques et de mobilisation régionale. Les commentaires sous ce post Reddit, ils doivent être animés, j'imagine. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça débat fort sur l'interprétation de l'expression « entité sioniste ». Est-ce que ça vise l'État d'Israël ou les Juifs en général? Gros débat, ça. Énorme. Ça discute aussi de la dissuasion nucléaire. Est-ce que ça marche face à un régime que certains qualifient de fanatique? Et puis, la fiabilité de l'Iran? Avec la mention du retrait américain de l'accord nucléaire sous Trump, j'imagine. Oui, ça revient souvent comme argument pour dire qu'on ne peut pas faire confiance ou au contraire que c'est l'Occident qui n'a pas tenu parole. Et puis, il y a tout le débat sur le sionisme lui-même. C'est-à-dire? Est-ce une idéologie égalitaire ou intrinsèquement discriminatoire? Est-ce que critiquer le sionisme, c'est forcément de l'antisémitisme? Des questions hyper complexes avec des avis très tranchés. Bon, il faut le rappeler, là on rapporte les échanges trouvés sur Reddit, ce sont des opinions diverses. Absolument, c'est important de le souligner. On présente les arguments échangés dans cette source spécifique. Restons sur les questions de fond avec un autre document marquant, le rapport d'Amnesty International de 2022. La conclusion est quand même très forte. Oui, l'accusation d'apartheid. Voilà, Israël maintiendrait un système d'apartheid contre les Palestiniens. Alors il faut préciser tout de suite, Amnesty utilise la définition juridique internationale de l'apartheid. C'est ça, celle de la Convention sur l'apartheid et du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Ça se base sur l'intention de maintenir la domination d'un groupe racial sur un autre par des actes inhumains. Ce n'est pas juste comme en Afrique du Sud. Et Amnesty rappelle que ce sont les Palestiniens eux-mêmes qui demandent cette qualification depuis longtemps et que les ONG qui la reprennent, eh bien, elles subissent pas mal de pression de la part d'Israël. Le cœur de l'analyse d'Amnesty, c'est de dire qu'il y a une intention systémique, une volonté de maintenir une hégémonie démographique juive et une domination sur les Palestiniens, et ce, partout où Israël exerce un contrôle. Et comment ce système fonctionnerait selon eux ? Par plusieurs leviers qui agissent ensemble. D'abord, la fragmentation. Géographique. Israël, Jérusalem-Est annexée, la Cisjordanie occupée, Gaza sous blocus. Et juridique. Des statuts différents, des droits différents pour les Palestiniens selon où ils vivent. D'accord. Fragmentation. Ensuite, la dépossession. Terre, biens. Via des lois spécifiques, comme la loi sur la propriété des absents, mais aussi une planification urbaine jugée discriminatoire, des démolitions. On a vu l'exemple de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. oui, ça a fait beaucoup parler. Le blocus de Gaza. Et puis le contrôle démographique, les lois sur la nationalité, les difficultés pour le regroupement familial. Et la répression politique. Aussi, oui, la répression de la contestation, de la résistance. Des lois qui limitent la critique de l'État juif, des interdictions d'organisation, des arrestations massives. Et enfin, les conséquences sur les droits économiques et sociaux. La pauvreté, l'accès inégal à l'eau, aux services. Amnesty va même plus loin. Il qualifie certains actes d'inhumains. Oui, transfert forcé de population, détention administrative sans procès, torture, homicides illégaux, persécutions. Pour Amnesty, tout cet ensemble constitue le crime contre l'humanité d'apartheid. Et du coup, qu'est-ce qu'il recommande ? J'imagine que c'est assez radical. Oui, il demande le démantèlement complet de ce système, l'égalité des droits pour tous, l'application du droit au retour pour les réfugiés palestiniens, des réparations. Et au niveau international ? Il s'appelle à cesser tout soutien qui pourrait maintenir ce système. Ça passe par un embargo sur les armes vendues à Israël, l'interdiction des produits venant des colonies israéliennes.
Il demande aussi une enquête de la CPI et même de réactiver un comité spécial de l'ONU contre l'apartheid. Et que répondent-ils à l'argument sécuritaire souvent avancé par Israël? Amnesty le rejette pour beaucoup de ses politiques. Ils disent que des mesures comme les saisies de terre ou les lois sur le regroupement familial ne servent pas la sécurité, mais avant tout cet objectif de domination démographique et territoriale. Bon, encore une fois, ce sont les conclusions d'Amnesty, basées sur leurs recherches et leur analyse juridique. Passons maintenant à un aspect encore plus sombre, si c'est possible, le coût humain de la guerre qui a commencé en octobre 2023. On a les chiffres compilés par Wikipédia, mis à jour en septembre 2025, et franchement, c'est dur à l'entendre. Oui, les chiffres sont absolument terribles. Côté israélien, on rappelle l'attaque du 7 octobre, environ 1200 morts, et la question des otages, toujours très douloureuse. Sur les 248 initiaux, 136 seraient encore détenus à Gaza, mais Israël pense que 32 seraient morts, le Hamas parle de 70. L'armée israélienne a aussi perdu près de 300 soldats dans les combats à Gaza, selon les chiffres de mai 2024. Mais côté palestinien, principalement à Gaza, les chiffres donnent le vertige. Plus de 67 000 morts rapportés. C'est énorme. Plus de 150 000 blessés, dont plus de 45 000 enfants. Et il faut ajouter les disparus, plus de 10 000 estimés sous les décombres en mai 2024. C'est une véritable hécatombe. Et le bilan ne s'arrête pas là. Non. Les travailleurs humanitaires, l'ONU a perdu près de 200 de ses employés, dont 192 de l'UNRWA. C'est plus que dans n'importe quel autre conflit pour l'ONU. Le personnel médical aussi, du Croissant-Rouge, de MSF. Et les journalistes. Au moins 108 tués recensés en juin 2024, majoritairement des Palestiniens, 103, mais aussi 2 Israéliens, 3 Libanais. Reporters sans frontières a d'ailleurs porté plainte à la CPI pour crimes de guerre contre des journalistes. Sans oublier la Cisjordanie, où plus de 900 Palestiniens ont été tués lors d'incursions israéliennes depuis octobre 2023. Et le Liban, avec plus de 4000 morts liés aux affrontements entre le Hezbollah et Israël. Et puis le sort de ces milliers de travailleurs gazaouis qui étaient en Israël et dont on est sans nouvelles ou qui sont détenus. Ces chiffres bruts sont déjà accablants. Mais il faut aussi essayer de les mettre en perspective, même si c'est difficile. Qu'est-ce que ça veut dire, mettre en perspective ? Par exemple, des analyses citées par Wikipédia, venant d'Oxfam ou d'Air Wars, elles suggèrent que le taux de mortalité quotidien à Gaza, surtout dans les premiers mois de l'offensive israélienne, a été le plus élevé de tous les grands conflits du XXIe siècle. Plus élevé que Raqqa ou Mossoul, en Syrie et Irak ? Ou que l'Ukraine ? L'extrême densité des bombardements. On parle de plus de 29 000 bombes larguées sur Gaza en quelques mois. L'usage important de bombes non guidées, moins précises, entre 40 et 45% selon certaines estimations. Et il y avait aussi cette histoire d'intelligence artificielle ? Oui, selon des enquêtes de grands journaux comme le New York Times ou le Washington Post relayées par Wikipédia, Israël aurait potentiellement utilisé des systèmes d'IA comme Lavender ou The Gospel pour générer des milliers de cibles très rapidement. Avec quelles conséquences ? Potentiellement en acceptant un nombre plus élevé de victimes civiles collatérales pour atteindre certaines cibles. C'est du moins ce que suggèrent ces enquêtes. Et la fiabilité des chiffres de Gaza, qui viennent du ministère de la Santé contrôlé par le Hamas. Il y a eu des doutes, non ? Oui, au début, notamment de la part du président américain Biden, mais ensuite beaucoup d'organisations internationales comme Human Rights Watch, l'ONU et même des études scientifiques publiées dans la revue The Lancet ont jugé ces chiffres globalement crédibles. Comment ils ont fait ? Notamment parce que le ministère de la Santé a publié des listes nominatives très détaillées des victimes. Mais il faut être clair, avec l'effondrement quasi total du système de santé à Gaza, le décompte est devenu extrêmement difficile. Le bilan réel est probablement encore plus lourd que les chiffres officiels. C'est glaçant. Dans ce contexte absolument tragique, est-ce qu'il y a quand même eu des mouvements sur le plan diplomatique récemment ? Eh bien justement, l'article de L'Orient le Jour de ce mois-ci, septembre 2025, rapporte une initiative européenne assez notable. Laquelle ? La France, suivie par le Luxembourg, Malte, Monaco, Saint-Marin, Andorre et la Belgique aussi, en 2 temps je crois, a officiellement reconnu l'État de Palestine aux Nations Unies. Ah oui, ça c'est nouveau. Qu'est-ce que Macron a dit exactement ? Aïe. L'article cite sa déclaration. C'était une reconnaissance pour la paix, un geste pour essayer de relancer la perspective d'une solution à 2 États et un appel à la fin de la guerre. Il aurait aussi lié l'établissement d'une ambassade à la libération des otages. Et comment ça a été reçu ?
L'Arabie Saoudite et l'Espagne ont soutenu l'initiative française et ont appelé d'autres pays à suivre. L'objectif affiché, c'est clairement d'augmenter la pression diplomatique sur Israël pour qu'il accepte cette solution à 2 États. Symboliquement, c'est fort, non? Combien de pays reconnaissent la Palestine maintenant? C'est ça, le symbole est fort. Avec ces nouvelles reconnaissances, on dépasse les 150 pays. Mais l'impact pratique, lui, il est plus limité pour l'instant. Pourquoi? Parce que ça ne change pas le statut de la Palestine à l'ONU, qui reste État observateur non membre. Pour devenir membre à part entière, il faudrait un vote favorable du Conseil de sécurité, et là, il y a toujours le veto américain qui bloque. Et il y a des conditions à cette reconnaissance, j'imagine? Oui, l'article précise bien le contexte. La reconnaissance s'est faite sur la base d'un texte à l'ONU qui exclut explicitement le Hamas du futur pouvoir palestinien. C'était une condition sine qua non pour les pays occidentaux. Et il y a eu un engagement du président palestinien Mahmoud Abbas, en ce sens, que le Hamas n'ait pas de rôle politique et dépose les armes. Quelles ont été les réactions d'Israël et des États-Unis? Rejet total. Ils y voient une sorte de récompense pour le Hamas après le 7 octobre. Israël a même menacé de mesures de rétorsion, comme accélérer l'expansion des colonies ou annexer des parties de la Cisjordanie. Et est-ce que tout le monde pense que ça peut vraiment faire bouger les lignes? Il y a du scepticisme. L'Orient le Jour cite un analyste, Max Rodenbeck, qui doute de l'efficacité de ces gestes symboliques s'ils ne sont pas suivis de mesures beaucoup plus concrètes sur le terrain pour faire pression sur Israël. Bon, alors si on essaie de rassembler tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration? D'abord, je crois la confirmation, si besoin était, de l'extrême complexité de la situation. C'est pas nouveau, mais ça saute aux yeux à travers toutes ces sources. Oui, un conflit avec des racines très profondes, qui est en plus attisé par des rivalités régionaux. On a parlé de l'Iran. Exactement. Et marqué, surtout ces dernières années, par une violence absolument inouïe et des pertes humaines effroyables, comme on vient de le voir. Et puis il y a ces accusations très graves de violation du droit international, comme celle d'apartheid portée par Amnesty International. Ça pèse lourd. Tout à fait. Et face à tout ça, on voit émerger des tentatives diplomatiques, comme cette reconnaissance de la Palestine par plusieurs pays européens. Mais on sent bien que leur portée réelle reste très incertaine pour le moment. Les visions sont radicalement opposées selon les sources, selon les acteurs. Il n'y a clairement pas de réponse simple qui se dégage. Non, pas de réponse simple, mais peut-être une meilleure conscience des différentes dimensions qui sont en jeu. C'est déjà ça, j'espère. Et si on devait conclure avec une pensée un peu plus ouverte, une réflexion qui dépasse un peu le cadre strict du conflit? Oui, peut-être que cette immersion dans tant de complexité et aussi tant de souffrances documentées, ça pourrait nous inviter à réfléchir un peu différemment. Est-ce que la clé, elle est seulement dans le fait de se focaliser sur ce conflit en particulier, ou est-ce qu'il y a aussi quelque chose à chercher au-delà ? C'est-à-dire? Je veux dire, notre capacité collective à l'échelle mondiale à essayer de cultiver une meilleure compréhension mutuelle, à améliorer la façon dont on communique, même quand on n'est pas d'accord, par-delà les fossés idéologiques, par-delà les murs de méfiance. Et promouvoir la paix plus activement? Oui, et surtout, promouvoir activement, concrètement, la résolution pacifique des conflits. Pas juste celui-là, mais tous les conflits, partout, en partant d'un principe simple, mais peut-être révolutionnaire, la reconnaissance de notre humanité commune, partagée. C'est une perspective intéressante. C'est peut-être dans cette ouverture, ce regard un peu plus large, qu'on pourrait trouver des pistes plus fécondes pour imaginer un avenir un peu moins sombre. En tout cas, c'est une réflexion que tous ces documents, par leur dureté même, nous invitent peut-être à avoir.